Bonjour tout le monde, cette semaine est enfin sorti le très attendu The Revenant, réalisé par Alejandro González Iñárritu, qui avait eu l'Oscar l'année dernière pour Birdman, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, Tom Hardy dans le rôle secondaire. L'histoire suit le personnage de Hugh Glass, un trappeur qui a été abandonné par ses coéquipiers en montagne pour mort, et qui va réussir à traverser l'espèce de toundra pour réussir à retrouver la personne qui est responsable à la fois de son abandon et de la mort de son fils. Je vous le dis aussi puisque c'est marqué dans la bande-annonce, mais vous allez voir que tout ça prend beaucoup de temps, prend beaucoup plus de temps que je ne viens de le faire à être dit dans le film. Si je puis juste me permettre avant de commencer, j'aimerais demander à ceux qui vivent sur le territoire américain, ou peut-être en Belgique, il est possible qu'il soit sorti en Belgique depuis quelques temps, et à tous ceux qui l'ont piraté sur internet, que je ne fais pas de critique de film avant qu'il ne sorte en salle. Donc The Revenant, je pouvais pas faire une critique avant qu'il sorte le 24 février. Ça fait presque 3 mois que vous me la demandez cette critique, je sais même pas quand est-ce que vous l'avez vue, si vous l'avez depuis aussi longtemps. Pour certains, il y en a certains je sais qu'ils sont à l'étranger, mais d'autres c'est un peu plus sombre. Donc voilà, je suis en France, je regarde les films quand ils sortent, je les prends pas en téléchargement parce que ça sert à rien au niveau du public français, le film ne sera pas en salle de toute façon, ça encouragerait les gens à le télécharger. Je ne le fais pas, donc. Passons au film. Je viens d'avoir l'impression de regarder pendant 2h30 González Iñárritu me taper sur l'épaule, excusez-moi je pose mon portable, me taper sur l'épaule et faire t'as vu ce que je sais faire? T'as vu ce que je sais faire? T'as vu? C'est alors c'est effectivement techniquement extrêmement abouti, mais nom de Dieu qu'est-ce que c'est chiant. Pour avoir mon avis raccourci, parce que j'essaie de faire un avis raccourci en début de vidéo à chaque fois, je me suis profondément ennuyé et je ne suis pas du tout le seul. C'est une des rares séances pour un film quand même très attendu, un film, je vais dire normal, un film qui vient quand même d'Hollywood avec beaucoup de budget, 105 millions, etc., qui a eu de la promo et tout ce qui s'ensuit. C'est rare que je vois des films comme ça avec au moins 2 personnes qui sortent de la salle et une vingtaine qui, de partout, dispersées un peu partout, en train de faire pendant tout le film. C'est long. Oh, c'est long. Oh, il se passe rien. Et ma voisine, juste à côté, qui au bout de 1h30, alors 1h30, c'est à peine après ce que j'ai fini de vous raconter, qui est en train de regarder sa montre, et c'est sans compter toutes les personnes que je voyais allumer leur portable pour regarder à quelle heure il était, à quelle heure ça allait partir, et depuis combien de temps le film avait démarré. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très long. Pour vous dire en gros, donc l'élément perturbateur, ce qui déclenche toute l'histoire, doit bien mettre 1 heure à arriver. Presque, 45 minutes, 1 heure. Ce qui est extrêmement long, surtout quand le film fait 2h30 et que le scénario est pas plus compliqué qu'un mec en poursuit un autre pour lui péter la gueule. Je veux dire, c'est quand même censé être ça, la simple substance du film, c'est censé juste être ça, une histoire de vengeance, et ça traîne pendant des heures et des heures, tout ça pour que Monsieur Iñárritu vous fasse son kéké là et vous montre, vous voyez, je fais tout en un plan, je fais tout en machin. J'ai presque l'impression que c'est très étrange, alors, je vais vous dire pourquoi ça me déplaît, c'est parce que c'est pas tenu dans le film. Il y a pas vraiment de travail du plan séquence dans le film. J'ai vraiment du mal à voir à quel moment il l'utilise. J'ai l'impression, la vague supposition que je peux faire sur l'utilisation des plans séquences, c'est qu'il utilise des plans séquences au début d'une action, c'est-à-dire pour montrer action-réaction dans un même cadre. Par exemple, des gens sont tranquilles, un Indien arrive, il va filmer du moment où on voit l'Indien arriver dans le cadre, il va se retourner vers les mecs pour montrer la flèche qui arrive et se retourner, etc. C'est une scène que je viens de vous inventer qui n'existe pas dans le film, c'est juste pour vous expliquer comment ça existe, comment il fait son truc. Et j'ai l'impression qu'en gros, sa méthode pour tourner le film, ça a été de regarder son directeur de la photo et lui faire « À ton avis, jusqu'où on peut aller avant de couper ?» Jusqu'où on peut aller là? Alors il y a les 12 chevaux qui doivent arriver par là, il y a le feu qui est là, il y a l'arbre qui tombe ici, il y a du truc machin, et c'est « À ton avis, jusqu'où est-ce qu'on en met trop pour pouvoir le faire en un plan? Là, d'accord, on coupe là. » J'ai vraiment l'impression qu'il a réfléchi comme ça, quoi. Et beaucoup de ces exercices de style dans le film, parce que ça ressemble beaucoup plus à l'exercice de style qu'à de l'intention, font vraiment esbrouf et pur esbrouf pour regarder ce que je sais faire. C'est-à-dire que, alors j'ai pris mes notes parce que là j'ai vraiment noté beaucoup de choses. C'est un des rares films où j'ai noté vraiment beaucoup de trucs, mais j'ai élégué parce que ça se répète beaucoup, c'est juste que j'ai pris des notes sur ce qui se passe. Il fait exprès de faire passer la caméra dans les endroits les plus compliqués possibles. Donc s'il y a un arbre avec juste une branche sur le côté, il va faire exprès de faire passer la caméra dans cette branche-là pour montrer vous avez vu, je suis passé entre la branche. Oui, mais ça n'a servi à rien pour expliquer quoi que ce soit en plus dans la scène que tu es en train de montrer. C'est juste esthétique, totalement, enfin sans être lié à une interprétation derrière. Il fait exprès alors il fait pas exprès. Encore que, il explique que alors soi-disant les conditions météo ont été très capricieuses.
excusez-moi monsieur Hénard et tout, mais a priori c'est vous qui êtes capricieux, qui avez voulu tourner que en matin et que en soir pour avoir les lumières que vous vouliez, etc. Ça avait très malique, justement je l'avais noté, j'y reviendrai un peu plus loin. Mais du coup il fait exprès de tourner sous la pluie ou quand il neige, et a priori c'est pas de la fausse, c'est de la vraie, parce qu'il a fait exprès de l'attendre, et il a passé 9 mois à tourner son film, parce qu'il attendait le matin où il y avait la neige qu'il fallait, la pluie qu'il fallait, etc. Est-ce que vraiment fallait aller jusque-là? C'est ça que je demande. Vous allez voir, je vais accumuler le truc, mais la question c'est est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Alors le plan qui commence à hauteur de mec à cheval, donc à vitesse de cheval et à hauteur de mec à cheval, qui récupère le mec en bas et qui ensuite continue le plan à hauteur réelle, enfin à hauteur humaine, etc., qui continue à faire son truc, donc transition de mouvement, de rythme, de hauteur pour la caméra. Excusez-moi, je bafouille. Le plan qui demeure au-dessus et qui va ensuite sous l'eau et qui remonte et qui machin, donc sortir régulièrement. A priori, il a juste laissé la caméra dans son caisson étanche pour la rentrer et la sortir pendant toute la prise, mais voilà, effectivement, c'est effectivement plus compliqué à faire que si on laisse la caméra hors de l'eau tout le temps. Et puis alors celle-ci qui est dans la bande-annonce, donc je vous l'ai dit très clairement, mais ce plan en un seul plan où le cheval tombe d'une falaise. On suit un cheval au galop depuis très longtemps et on le suit complètement jusqu'à ce qu'il tombe en bas de la falaise. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour essayer de vous dire en quoi c'est utile ou pas utile. C'est que quand on travaille là, le plan séquence, c'est que généralement on veut faire installer une notion de réalisme. Si on cherche à installer cette notion de réalisme, il y a deux éléments qui viennent en contradiction avec ça. C'est qu'il y a au moins un, mais je crois qu'il y en a, il est possible qu'il y en ait d'autres, mais il y a au moins un regard caméra pendant le truc, et ça revient pendant tout le long du film. À chaque fois qu'ils sont trop près de la caméra, ils font de la buée sur la lentille. Et quand si tu essayes de travailler le réalisme du film en tournant des décors réels avec les bonnes lumières, avec les machins, etc., si tu laisses la buée sur la lentille de la caméra, ça me paraît quand même une contradiction totale avec l'envie de pousser un truc réaliste. Si tu fais des regards caméra et de la buée sur la lentille de la caméra, tu trahis ton dispositif cinématographique. Donc pourquoi avoir essayé de faire croire que tout était réel pendant tout le film avec des plans qui durent plus longtemps et des plans séquences? Le cheval, ça peut avoir un intérêt si, par exemple, il utilise ces techniques de travelling pour regarder le cheval, le faire tomber et le récupérer en dessous et travailler en fait la tension pendant tout le long où on va descendre de la falaise. C'est-à-dire que pendant tout le moment où on descend, on sait pas, putain, est-ce que le cheval a survécu, est-ce que le mec a survécu, est-ce que machin, etc. Ça pourrait justement travailler la tension et le réalisme de nous faire attendre que la caméra descende. Or non, c'est pas ce qui se passe, c'est que la caméra, elle reste toujours au même niveau, elle le filme en train de courir, elle le filme en train de tomber en dépassant le vide, ce qui a probablement été fait avec une grue ou en numérique, et ensuite filme le vide pendant 2-3 secondes, et puis cut à autre chose. C'est pour ça, si vous travaillez le plan séquence, oui, très bien, mais vous cuttez à des moments où ça pourrait être intéressant. C'est ça qui est difficile à comprendre, et justement le cut aurait pu être travaillé d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose qui intervient uniquement quand il y a quelque chose qui vient casser le plan, qui vient casser l'avancée du personnage, qui est un truc dans ce genre-là, mais c'est même pas ça. Il y a vraiment plein de scènes où selon si c'est pratique ou pas à filmer en un seul plan ou pas, et même pas ça, parce qu'il aurait pu faire des plans plus larges sur certains autres plans où il fait des cuts et des machins. Simplement, je sais pas pourquoi il décide de faire certaines scènes avec des champs contre champs et des scènes avec des trucs plus en plan séquence. Peut-être même pas spécifiquement plus pour les scènes d'action, il y a plein d'autres plans qui durent beaucoup plus longtemps alors qu'il n'y a pas de scène d'action à couvrir ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, je trouve que c'est une esbrouffe totale et que ça sert à rien. Et que c'est vraiment un espèce de truc pour dire regardez ce qu'on sait faire, quoi. Et d'un seul coup je dis parce que je crois que DiCaprio aussi est un peu dans la même idée, mais DiCaprio j'y reviendrai tout en fin de chronique pour les Oscars. Et cette irrégularité pose vraiment problème. Par exemple, il y a une scène qui est filmée presque entièrement en plan séquence, je crois qu'il doit quand même avoir un ou deux cuts, mais c'est la scène de l'attaque de l'ours, qui est la base, c'est pour ça qu'il est abandonné dans le truc. Je vous révèle rien, je vous spoil rien, il se fait attaquer par un ours, et c'est pour ça qu'il est abandonné. Et cette scène-là est filmée beaucoup plus dans la longueur et beaucoup plus en plan séquence, même si l'ours est en image de synthèse. Au moins l'image de synthèse est mieux rendue que dans la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce ça se voyait encore beaucoup, dans le film ça passe. Mais là du coup cette scène-là, l'attaque de l'ours, oui d'accord ça fait mal, on a mal pour lui, on a mal machin, mais on aurait eu tout aussi mal avec des cuts. Parce que simplement quand la caméra reste en plan séquence pour s'approcher sur les gros plans et montrer le sang qui est en train de gicler, etc. et repartir un peu ensuite, à quoi ça sert vraiment de le faire plus en un plan que en cut? À partir du moment où vous autorisez le cut, il n'y a pas de travail du réalisme à avoir sur le plan séquence, donc pourquoi l'avoir gardé en plan séquence à ce moment-là? Alors oui, d'accord, tension, etc. Le problème, c'est que là, du coup, ça devient long et chiant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se demande c'est fini ou ça va recommencer? Et pas, on se sent pas comme une petite proie traquée en se disant merde, est-ce que l'ours va me rattaquer? On se dit est-ce que c'est fini ou est-ce que ça va continuer là la scène? Et
Paradoxalement, la scène de... Alors ça, oui, si, c'est aussi dit dans la bande-annonce, donc là aussi je peux vous le dire. Au cas où, si vous avez envie de voir le film, arrêtez-vous là. Parce que je pense que pour le reste, ça sera plus simple. Ce truc-là, faudrait quand même que j'en parle. Celui qui tue son fils, le moment où on tue son fils, normalement c'est dans la bande-annonce hein, en principe, donc. Mais le mec qui tue, quoi, au moment où on tue son fils, la scène n'a aucun impact. Parce que, en plan séquence, et au moment où le couteau rentre dans le corps, la caméra est trop près, parce que on voit que la blessure et pas le visage du fils qui est en train de se faire poignarder et qui donc pourrait nous donner un élément de référence et un élément d'empathie dans l'image. Là, l'empathie, on va l'avoir sur le personnage de Glass par rapport à son fils, mais son fils lui-même, quand il disparaît, moi, ça m'a absolument rien fait, je m'en foutais complètement, et j'ai pas entendu les gens dans la salle, autant avec l'attaque de l'ours, j'entends les gens faire ah, aïe, etc., et autant le fils, personne n'a rien dit. C'était quand même censé être un des éléments les plus importants du film, quoi, donc c'est pas emmerdant. Ça donne le même effet d'ailleurs pour la scène de l'enterrement, parce que pareil, la caméra qui est très nonchalante, comme elle l'était dans Birdman, ce serait très bien qu'elle accélère à ce moment-là, parce que du coup on est trop loin, et pareil, on n'est pas vraiment avec le personnage de Glass à ce moment-là, alors que c'est un moment où on devrait être avec lui. Et puis surtout, ce travail du plan séquence numérique se fait de façon totalement artificielle. C'était le cas pour Birdman, c'était obligatoire pour Birdman, parce que Birdman était un plan séquence entier. Il fallait forcément le gruger à un moment ou à un autre. Il y a des films qui ont réussi. Il y a un film russe en particulier, je crois, qui est entièrement en un plan séquence et en une prise et qui a été fait vraiment d'une seule traite. Mais là, c'est pas le cas. Et là, du coup, toutes les transitions sont très très visibles. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où on sent que le décor est trop déformé, où il y a des trucs très étranges. Après, les focales sont très très courtes, donc c'est normal que les décors soient déformés, mais il y a des moments où les décors bougent très bizarrement par rapport à d'autres références. Je pense qu'ils sont rajoutés pour harmoniser deux scènes qui ont été collées ensemble. Et notamment le passage où je m'en rends compte, c'est qu'il y a une scène, alors si vous avez vu le film, la scène de négociation entre les Indiens et les Français, peut-être pas encore québécois, mais peut-être québécois. Dans cette scène, il y a un feu de camp, et sur le plan qui est en plan séquence, pas les autres qui sont des plans cut tout à fait normaux, mais sur le plan qui est en plan séquence, le feu lag. C'est un truc que il y a que moi qui peux voir ça. Vous vous en rendrez jamais compte. Moi, j'ai l'habitude de faire des effets où je ralentis des vidéos de ce genre-là, je vois très bien le truc, et le feu lag. Alors que l'image passe en temps réel, et comme le feu est dans le fond, vous n'êtes pas censé le regarder, c'est moi qui le regarde. Mais vous n'êtes pas censé le regarder, vous êtes censé vous concentrer sur les acteurs, mais moi je l'ai vu, et donc je trouve que du coup tout ça se fait vraiment aux dépens du film. Je trouve que ces plans séquences n'apportent rien, sont pas tenus en plus dans le reste du film, et du coup l'atténue à beaucoup d'endroits où le film aurait été mieux s'il avait justement été filmé de façon plus traditionnelle presque. En plus de tout ça, Inarritu rajoute à son style quelques plans qui font très 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 Malick. Alors pour le coup, y a que Birdman que j'ai vraiment aimé. J'ai essayé de me remémorer ce qu'étaient ces films d'avant. Et je viens de me rappeler que je les déteste tous. C'est-à-dire c'est 21 grammes et Babel, je déteste ces deux films. Je sais que tout le monde les adore, hein. Je fais pas exprès, encore une fois. C'est des films, je les regarde, je m'emmerde profondément. C'est ce qui vient de m'arriver devant Revenant. J'aime pas leur construction, j'aime pas les enjeux des personnages et tout ce qui s'ensuit. C'est pas dire qu'ils sont mal faits, mais je les aime pas du tout. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de ces plans qui étaient repris. Notamment j'ai revu la bande-annonce de Beautiful. Parce que j'ai pas vu Beautiful en entier, mais je me souviens de la bande-annonce, et la bande-annonce, il y avait déjà ces plans avec le soleil au milieu des arbres, enfin qui passe à travers les arbres, des plans sur les fourmis aussi, apparemment il a l'air de kiffer les fourmis, et donc voilà, son style se retrouve quand même dans ce film-là. C'est pas juste faire un hommage à Malick, c'est pas du tout le principe. Par contre, alors, ne confondez pas les hommages à Terrence Malick et un style naturaliste. Quand vous tournez avec des lumières naturelles, quand vous tournez avec des caméras assez amples, c'est pas forcément du Malick. C'est juste que Malick le fait tout le temps, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et tourner en lumière naturelle et avec les instants magiques comme ils l'ont fait dans ce film-là, tout le monde peut le faire aussi, c'est pas du tout réservé à Malick. Du coup, donc il y a beaucoup de plans qui sont à la Malick. Là où je dis à la Malick, c'est vraiment des plans qui sont juste figuratifs, représentatifs ou oniriques. C'est-à-dire juste un plan sur des arbres avec le ciel derrière. Poétique plutôt qu'onirique ou quoi que ce soit de ce que j'ai dit avant, c'est plutôt poétique, quoi. Mais du coup c'est un peu vide. Non pas que la poésie soit vide, peu importe. Toujours de justifier sur chaque petit mot qui sort de ma bouche, c'est une petite catastrophe. Bref. Donc beaucoup de plans comme ça, des plans avec où on est au niveau de la stratosphère ou de l'atmosphère en tout cas, et on filme des nuages. Donc, alors oui, ça filme le paysage dans lequel on est, mais comme il y a plus de nuages et qui bougent tout le cadre, qu'on voit que dalle à ce qui se passe, je crois que c'est plutôt les nuages qui intéressent le mec que le paysage. Pareil, alors,
Malik fait une séquence dans un truc où il ramène des dinosaures. Là, dans The Revenant, on a une séquence avec une chute d'astéroïdes. Ça n'a rien à voir avec le scénario. C'est purement illustratif. Ça n'a aucun rapport où que ce soit avec le scénario. Sans doute qu'il y a quand même un truc un peu figuratif, un peu illustratif, mais à ce moment-là, j'ai pas vu le lien. Je pense pas que ça puisse être gratuit à ce point. Rajouter une comète, enfin, ou un astéroïde qui s'écrase sur la Terre, une petite, hein, c'est pas Deep Impact. De rajouter une petite comète qui s'écrase sur la Terre d'un seul coup dans son film, je pense quand même que ça doit avoir du sens. Mais c'est vrai que je l'ai pas vraiment vu, et je trouve que ça fait du coup un peu nul. Et alors, le film a pris un retard monstrueux, il devait se tourner en 80 jours et s'est tourné en 9 mois. Parce que donc Inaritu et son chef-op voulaient absolument filmer les instants magiques. Donc les instants magiques, ça veut dire filmer le coucher du soleil ou le lever du soleil, la tombée de la nuit ou le lever du jour. C'est le moment où le ciel a des couleurs magnifiques, où ça devient, enfin les nuages deviennent un tableau vraiment. Enfin c'est le moment où quand les rayons du soleil frappent l'atmosphère terrestre le matin, c'est là que vous avez les plus belles couleurs dans le ciel. Donc c'est très beau, bien évidemment. Le problème c'est quand tout ton film se passe le matin ou le soir avant de se coucher, je comprends un peu que ça retarde le tournage de te faire tout ça en instant magique. Il y a peut-être un moment quand même où tu te dis, bon, on n'est peut-être pas obligé cette fois-ci, Alejandro. J'allais dire Terence, hein, au passage. On n'est pas obligé, Alejandro, d'attendre ce matin-là aussi le truc. Peut-être qu'on peut juste fermer le diaph pour une fois. Les couleurs sont pas trop méchants. Non! On attendra demain! Très bien. Donc voilà, je comprends très bien que le tournage soit devenu très très compliqué et laborieux avec ce genre de choix. Beaucoup d'intentions de choquer, ou en tout cas de montrer du sale et du crade. Sans doute, là aussi dans un travail de réalisme, sans doute aussi dans un travail de projection du spectateur pour voir, mais il y a vraiment un côté où là aussi ça finit par faire esbrouf. Souvent ils en montrent pas assez, donc ça fait un peu con. Quand ils en montrent vraiment, c'est rarement quand c'est totalement utile. Je suis pas sûr qu'on se soit nécessaire de voir un tas de tripes de cheval fumant dans les bras d'un mec. Enfin, est-ce que vraiment fallait montrer ce truc-là? Est-ce qu'on pouvait pas prendre la scène au moment où ils les avaient déjà sortis? Et puis on se dit vraiment qu'il y a des trucs qui sont faits genre juste pour faire pour dégoûter la ménagère presque. Enfin alors il l'a dit, cela dit, il dort dans des carcasses d'animaux des fois, et tu dis mais c'est, alors oui je comprends, il doit se tenir chaud, c'est un trappeur, etc., méthode de survie, tout le bordel. Est-ce que t'es obligé de montrer l'ouverture du ventre, le retirage des tripes et le machin? Est-ce que ce serait pas déjà quelque chose d'assez extraordinaire de voir le mec dormir dans un truc d'animal? Je suis pas sûr que ce soit très nécessaire, je suis pas sûr que ça se rajoute à tout ça, et enfin que ce soit très nécessaire de rajouter ça à tout le reste. Donc globalement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, et j'ai pas été le seul du tout dans la salle. Je comprends, enfin, je me fiche un petit peu de l'histoire. Pas dire que je m'en fous totalement, parce qu'il y a quand même des passages où j'ai été un peu stressé un peu dans le film, mais grosso modo, ça m'intéresse pas, et si ça devait m'intéresser, ça m'intéresserait si ça faisait 1h45, pas 2h36. C'est vraiment 10 milliards de fois trop long, et c'est totalement inutile. Et je terminerai alors vite fait en parlant de DiCaprio. Je pense pas alors, ça va être marrant, tiens, de prendre des paris là-dessus. Je pense pas qu'il ait son Oscar avec The Revenant non plus, parce que DiCaprio confond confond deux choses dans le travail d'un acteur. DiCaprio confond se dépasser et se remplacer. Les acteurs qui font des vraies grosses performances, c'est les acteurs que t'arrives plus à retrouver dans le personnage. Et je suis désolé, mais même dormant dans des carcasses d'animaux fumantes, je reconnais Leonardo DiCaprio. Il y a rien dans son jeu qui change quoi que ce soit. Au passage, je ferai la même critique à Tom Hardy, qui a repris encore le même jeu que dans 36 000 autres films où il fait ses accents de... dans quel autre film il a un accent comme ça, un peu beauf américain? Il avait aussi comme ça un espèce d'accent machin, et c'est voilà, il a repris encore cet accent-là, donc je trouve pas qu'il change non plus beaucoup encore sa performance dans celui-là. Et DiCaprio, c'est pareil. Enfin, j'arrive pas vraiment à avoir n'eût été les cheveux longs remplis de sang et de gel et de machin, je vois pas vraiment les différences avec d'autres personnages qu'il aurait pu jouer, genre Gatsby le magnifique ou des trucs dans ce genre-là. C'est juste qu'il est dans un état d'esprit différent en fonction de la scène, mais je trouve pas que lui-même change. Je trouve pas que sa performance change. Je trouve pas que sa façon d'envoyer les émotions change. Ce que, par exemple, Scarlett Johansson a fait juste dans un second rôle dans Ave César. Juste en un second rôle, elle a changé sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de bouger, etc. J'ai encore beaucoup de mal à voir ce travail-là chez Tom Hardy ou chez DiCaprio. Et comme c'est DiCaprio dont tout le monde parle en disant « Ah, il a toujours pas eu son Oscar, bah, il y a peut-être une raison.
à laquelle il n'a pas encore eu son Oscar. Peut-être que c'est pas juste pour troller DiCaprio depuis Titanic. C'est peut-être aussi que DiCaprio fait pas un excellent travail remarquable d'acteur. Peut-être. Je pose ça comme ça là au cas où. J'ai un dernier truc à rajouter pour terminer mon avis sur du coup ce manque de maintien du plan séquence. Si vous ne faites pas tout le film en plan séquence, les plans séquences que vous faites deviennent inutiles. Pourquoi ? Parce que le spectateur lambda, le grand public, ne se rendra pas compte de la performance technique que vous êtes en train de faire. Lui, tout ce qui l'intéressera, c'est de voir l'histoire qui est en train d'avancer devant lui ou pas. C'est ça qu'il faut voir. Birdman, évidemment, tout le monde se rend compte que c'est en un seul plan. Enfin, il y a un moment, tout le monde se dit, mais l'image change pas, il y a pas de cut, il y a pas de machin, il y a pas de... Tout le monde se rend compte au bout d'un moment. Vous tombez devant Revenant, il n'y a pas vraiment de moment où on vous dit que c'est, enfin, où on vous montre que c'est un travail du plan séquence. Il y a un ou deux passages, une ellipse d'ailleurs. Il fait exprès de faire une ellipse en plan séquence. Il m'énerve. Ce qui faisait très bien dans Birdman. Mais le spectateur, lui, il voit juste que le plan a duré. Il sait pas si c'était important ou pas que ça dure plus longtemps. Et comme les choix de la durée des plans, s'ils sont séquences ou non, paraissent complètement anarchiques, effectivement, il peut pas se rendre compte de pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le plan d'un seul coup est plus long et pourquoi on vient de passer sur un plan quasi-séquence. Et pour tous les aspects techniques, genre là, au tout début, j'ai parlé de la caméra qui passe entre deux branches d'arbres. La plupart des gens savent pas quelle taille fait une caméra. La plupart des gens savent pas qu'une caméra, ça fait 12 kilos nus, 15 à 16 kilos avec le matériel monté dessus. Ça dépend en plus du style matériel que vous avez, et que le spectateur du coup se dit pas, ah tiens, il vient de faire passer la caméra entre deux branches d'arbres, c'est vachement bien. Ou ah tiens, il est en train de faire un plan séquence au-dessus d'une rivière là depuis 1 heure, et c'est vachement impressionnant parce que comment il a fait. Alors le spectateur le sait pas, le mec qui connaît un peu le cinéma sait qu'en plus il a juste utilisé une grue quoi. C'est comme ça que faisait Malick quand il a fait la ligne rouge, pas la ligne verte, de Terrence Malick. Il y a beaucoup de plans avec des décors, avec des reliefs complètement chaotiques, etc. Donc pour que la caméra puisse faire un travelling intéressant, ils ont pris une grue, ils l'ont mis au ras du sol et ils l'ont juste fait passer au ras du sol. Donc la grue est posée dans un coin et pivote au ras du sol pour faire le plan au lieu d'avoir un plan qui dodelinerait avec le relief du décor. Donc quand on sait comment ça se fait ce genre de plan, on voit le plan et on se dit bon bah très bien, t'as foutu une caméra au-dessus d'un vide, au-dessus d'une rivière, au-dessus d'un machin, ok. Pourquoi ce plan vient de durer 15 minutes au lieu de 2 ou de 10 secondes comme tous les autres? Je sais pas. J'arrive vraiment pas à savoir et j'arrive pas à le dire. Donc, je trouve que le spectateur n'a pas grand chose d'intéressant à tirer du film. Je vais finir sur la seule note foncièrement positive de cette séance qui n'a rien à voir avec le film. C'est juste une petite anecdote que je vais vous raconter. Je raconte souvent des anecdotes de salles avec des gens qui s'énervent, qui s'en vont, etc., qui font chier dans les films d'horreur, etc. Là, j'en ai une c'est juste la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue de ma vie. Il y avait un couple de retraités juste à côté de moi qui avait 70, 80 ans, je pense, entre 60 et 80, on va faire la fourchette large, que les soixantenaires ne se sentent pas insultés. C'est juste que je suis obligé de faire une grosse fourchette parce que je sais pas quel âge ils avaient, je leur ai pas demandé, mais ils étaient en train de voir le film et au tout début, quand il y a eu le jingle qui est celui de la 20th Century Fox, me semble-t-il, ils étaient main dans la main avant que le film commence, plutôt comme ça. Et quand le logo de la 20th Century Fox est arrivé, c'est la première fois que je vois des petits vieux en train de le faire dans une salle. Ils étaient tous les deux en train de faire ta 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 ta. Ils étaient tous les deux avec leurs mains comme ça. Et à la fin, quand ils sont finis, ils étaient en train de rigoler. Le monsieur a fait un bisou à la madame et tout. Je les ai regardés, j'ai fait oh c'est trop mignon. Donc voilà, le seul truc positif, foncièrement positif que j'ai à retirer de Revenant, c'était dans la salle de Revenant. C'était pas dans le film. Voilà, vous avez compris. Moi, j'ai pas kiffé et très franchement, j'ai aucune envie de le revoir. J'ai aucune envie à l'heure actuelle de reprendre 2h36 de ma vie et de me dire je vais les redédier à The Revenant. J'aurais jamais envie de repasser 2h30 à voir ça, surtout sachant pertinemment où est-ce que ça finit. Donc voilà, en ce qui me concerne, The Revenant c'est non. Dommage parce que j'avais beaucoup aimé Birdman, je m'étais dit peut-être que je vais me mettre à aimer Inarritu, non. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je pense que j'en ai déjà assez dit. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!